J'appelle sans plus attendre donc le professeur Paul Avant, notre ami et grand ami. Le professeur a été le premier en fait à intervenir il y a 22 ans, lorsqu'on a démarré la Semaine du Son. Tu étais déjà là, Paul, et je dois dire que tu n'as jamais lâché une seule fois la Semaine du Son depuis son avènement. Voilà. Tu es responsable du CERIA, donc audiologie humaine, à l'Institut de l'audition. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, cher Christian. Merci à tous les participants de ces 22 séances qui se sont enchaînées. Les nuisances sonores, donc, je ne vais en parler que dans leur capacité à influencer la santé auditive, parce que c'est déjà un très vaste sujet. Et ces capacités peuvent être affectées par... en atteignant deux composantes. La première, tout le monde la connaît, ce sont les récepteurs auditifs de l'oreille interne. La membrane tympanique n'est pas du tout concernée dans cette histoire. Et les récepteurs sont effectivement des petits, constitués de petites cellules qui ont leur fragilité. Et puis, il ne faut pas oublier le cerveau, les circuits cérébro-auditifs qui sont à la clé de beaucoup de fonctions, pas seulement auditives. Le système visuel dépend fortement de l'audition, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est l'audition qui guide la direction du regard. Et puis, bien entendu, tout un tas de fonctions dépendent, l'attention, évidemment la mémoire, évidemment le stress, positif ou négatif, et puis le sommeil sont influencés fortement et parfois perturbés par des stimulations auditives. On a plusieurs catégories de niveaux qui peuvent être mises en jeu, des niveaux sonores bien entendu, des niveaux lésants, on en a parlé, soit de manière extrêmement aiguë, soit de manière chronique. On a des niveaux fatigants. Ce n'est pas forcément mauvais d'être fatigué, mais c'est quand même mauvais de ne pas réaliser qu'on devrait prendre du repos. Donc il y a quand même un aspect très important et souvent très négligé. Il y a des niveaux masquants qui empêchent l'information d'être captée ou qui exigent un effort important pour qu'elle le soit. Et puis il y a des niveaux stressants qui, en fait, font que les personnes exposées se sentent pas bien. Donc soit elles dorment mal, soit elles pensent mal dormir, soit elles accusent, c'est toujours les voisins bien entendu, c'est qui tondent leur pelouse, jamais nous. Et puis voilà. Donc les facteurs de la santé auditive, on le sait, c'est notre vie qui a couvert ce laps de temps. Eh bien, ils sont en mutation rapide. Le paysage auditif que nous connaissons aujourd'hui n'a rien à voir avec le paysage auditif d'il y a 40 ans. Et il y a des expositions professionnelles. Depuis quand ? Depuis le début de la révolution industrielle, ça veut dire 1830. Il a quand même fallu attendre 1972 pour se dire que peut-être il fallait s'en préoccuper, peut-être. Et il a fallu le 2000 pour que l'Europe se décide à ratifier une évidence qui était que trop de niveaux pendant trop de temps, au bout de 40 ans, ça n'est pas très bon. 80 décibels, 8 heures par jour, tous les jours de l'année ouvrables pendant 40 ans, ça n'est pas très bon. Et essayez, vous verrez qu'au bout de 4 heures, c'est déjà extrêmement fatigant. Alors, les expositions professionnelles particulières, c'est quoi ? C'est les pistolets de scellement, c'est les bruits impulsionnels. Ça reste en suspens. Il n'y a pas de normes. Alors, pendant ce temps-là, le bruit, lui, vit sa vie, et un petit peu plus vite que ça. Il ne faut pas un siècle pour que ça change. Le numérique, en 1990, change tout. Les nouvelles nuisances se multiplient. Je n'ai pas cité les éoliennes, les ultrasons, etc. Les nuisances professionnelles combinées sont légion. Peinture et bruit, pistolet à scellement, rivetage dans l'industrie de l'aviation, sans protection puisqu'il n'y a pas de règle. Compression de dynamique d'intensité, ce que j'appelle la musique en boîte, ce n'est pas que la boîte de nuit, c'est la boîte dans laquelle nous nous enfermons dans les supermarchés, aussi dans nos voitures ou dans le métro pendant les heures de pointe. Les vidéoconférences, bien sûr. Pourquoi compression de dynamique d'intensité ? Parce que ça empêche le bruit avoisinant d'entrer, de faire intrusion dans nos oreilles. Donc les gens qui l'utilisent sont plutôt contents. Il y a beaucoup moins de bruit.
Et donc, c'est assez amusant, ça m'amuse moyennement. On peut penser que 80% des personnes interrogées veulent que le gouvernement prenne des mesures, mais combien % d'entre eux s'auto-administrent ces nuisances? Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas le gouvernement qui va nous empêcher d'écouter notre musique à plein pot. Il ne faut quand même pas rêver, quoi. Il y a quand même des limites. Alors, les sons hors de bande de fréquence classique posent problème parce que comment les mesurer, bien sûr? Alors, nouvelle problématique, donc, la qualité sonore, en fait. On parle de qualité. Et la qualité est parfois affectée par des manipulations qui sont à peine perceptibles. Par exemple, vous avez en haut une pièce de musique de 4 minutes, tout à fait anodine et agréable, Adèle, et les niveaux sonores sont mesurés tous les dixièmes de seconde. Et vous voyez qu'il y a des hauts et des bas, pas énormément de bas, mais bon, c'est le style de musique qui veut ça. Il y a quand même 22% de temps calme sur 4 minutes. Quand on utilise la compression, c'est-à-dire qu'on peut alors écouter cette bande dans le métro, eh bien, c'est nous qui écoutons, hein, ce n'est pas la rame qui nous l'impose. Eh bien, il n'y a plus que 5% de silence. Ça veut dire que notre système auditif, les neurones, sont sollicités pendant 95% du temps à plein pot. Et si on écoute ça pendant 2 heures, et imaginez que vous fassiez des pompes chez vous pendant 2 heures, sans jamais, jamais arrêter. Jamais, jamais. Et dites-moi ce qui va en résulter. Et vous recommencez, bien sûr, tous les jours. Alors, ça va poser problème. Je pense que j'ai sauté une diapositive. Non, enfin, je vais vous le dire oralement. En fait, quand on mesure les résultats de ces expositions, d'abord chez l'animal et on commence à le faire chez l'homme, même à des niveaux très raisonnables. Chez l'homme, on est autour de 75 décibels dans notre laboratoire. Eh bien, il y a une fatigue auditive qui s'installe et qui met longtemps à récupérer. Longtemps, ça veut dire de l'ordre de 24 heures, et chez l'animal, à des niveaux assez élevés, de l'ordre de la semaine. Et si on répète ça tous les jours, ça va poser problème. Alors, il y a des nouvelles approches médicales. On commence, et le professeur Christine Petit vous l'a dit, à connaître les mécanismes d'endommagement chimiques, électrochimiques, mécaniques, métaboliques, très précis. Et ceux-ci sont différents selon le type de nuisance auquel on est exposé. Ça, c'est une révolution, parce qu'on va pouvoir traiter, non pas comme on le ferait pour une maladie infectieuse, la fièvre, mais traiter le microbe, ce qui est quand même un peu plus efficace. On a une connaissance, certes encore partielle, des structures cibles. Les structures cibles, ce n'est pas que la membrane tympanique, parce que malheureusement, elle est parfaitement intacte quand nous nous exposons. Ce sont les cellules sensorielles, ce sont les neurones. Et les neurones, c'est quand même très précieux. Le développement de stratégies thérapeutiques de précision, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir des stratégies de parcours de soins, en fait, qu'il va falloir non seulement mettre en œuvre, mais aussi financer. Et donc, quand le financement va devenir absurde, il va falloir prévenir. Et prévenir, ça veut dire comprendre le danger. Alors, mise en œuvre rapide si possible, parce que si vous attendez 1 mois, parce que vos oreilles sifflent lors d'un concert, elles ont commencé à siffler, vous avez attendu 1 mois pour venir, c'est la durée moyenne entre l'accident et la consultation, c'est un petit peu tard pour soigner les conséquences. Alors, nouvelles approches sociétales de ce fait. C'est là que nous réfléchissons cette année aux politiques du son, accès rapide à une audiologie de précision. On va voir tout à l'heure que ça ne se fait pas tout seul. Modification des parcours de soins de manière que les choses urgentes soient faites en urgence et les choses qui peuvent attendre soient faites plus tard. Et puis, instruire les personnes victimes d'accidents pour leur expliquer le pourquoi et le comment. Alors évidemment, une prévention étendue, ça veut dire au final, c'est mon dernier message, mais le plus important, une connaissance basique de ce que sont le bon et le mauvais son. Est-ce que nous connaissons ce qu'est la bonne nourriture et la mauvaise nourriture? Même si nous abusons de la mauvaise nourriture, oui,
Un pot-au-feu gros sel, c'est meilleur qu'un hamburger. On le sait. On n'est pas obligé de rajouter du sel systématiquement, mais c'est indispensable de le faire de temps en temps. Donc le bon n'est pas absolu, le mauvais n'est pas absolu. Il faut être réaliste, et pour être réaliste, il faut mieux comprendre ce que nous manipulons. Et un point qui nous est particulièrement cher à l'Institut Pasteur et au laboratoire, c'est l'accessibilité du bon son. Alors c'est quoi un bon son ? D'abord, on pourrait se poser la question, il y a parmi nous 6 millions, 7 millions de personnes malentendantes. Pour elles, le bon son n'est pas le même que pour les personnes normo-entendantes. C'est un fait, c'est factuel. Elles sont exclues d'un certain nombre de situations agréables, sociales, importantes. Par exemple, l'accès à la parole quand leur appareillage est mauvais ou absent. Et c'est souvent le cas aux États-Unis, parce qu'en France, maintenant, le 100% santé l'évite. Le bon son, c'est aussi les loisirs, les concerts, l'accessibilité à la bonne musique. Alors nous avons, dans mon laboratoire, à l'Institut Pasteur, un programme pour essayer d'améliorer spécifiquement les réglages des appareils auditifs quand on a besoin d'accéder à la musique. Comment rendre la musique agréable quand on a malgré tout des distorsions auditives. Et puis il y a un programme qui concerne l'ensemble de l'Institut Pasteur, c'est dans son activité sociale et aussi culturelle, c'est peut-on créer des occasions de concerts dans lesquelles on puisse avoir de la musique accessible à tous, aussi bien à ceux qui ont une audition normale qu'à ceux qui souffrent de différents niveaux de perte auditive. Donc on pense un peu à Ludwig van Beethoven, une fois de plus, quand il n'était pas totalement sourd, il explique quand même, et son entourage, le cauchemar que c'était d'assister à des concerts où on n'entendait pas la moitié des instruments. Alors l'Institut Pasteur s'y intéresse, un orchestre à Paris s'y intéresse, l'orchestre de chambre de Paris, et l'idée serait de créer les conditions de concerts qui, de temps en temps, seraient particulièrement profilés pour que les distorsions auditives soient minimales. Ça n'empêche pas de garder le programme tel qu'il est sur la partition et tel qu'il est censé être joué, mais ça serait l'idée d'augmenter, d'améliorer l'accessibilité, parce que mon sujet est un peu punitif, les nuisances, le mauvais son, les maladies et les pertes de chance, mais il faut aussi positiver. Il y a des solutions pour que le bon son reprenne ses droits, comme la bonne bouffe, il y a tout ça. Il y a des émissions sur la bonne cuisine qui donnent des idées aux gens, pourquoi pas des émissions sur la bonne musique. Et c'est là-dessus que je vais arrêter ma présentation. Merci beaucoup.